Les conflits armés à répétition dans la région Est fragilisent la cohésion et le développement de ce coin du pays. Face à cette persistante crise, le pays ne peut que compter d'abord sur son armée, une armée forte, républicaine, ce qui impliquerait des réformes profondes dans l'établissement d'un système de défense efficace. Le processus étant déjà enclenché avec la publication du document stratégique de défense, il faut évidemment des garde-fous pour que cet élan ne s'arrête plus. Dans ce deuxième dossier du MAG, nous faisons un retour sur les grandes lignes de ces changements attendus au sein de l'armée. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Depuis son accession à l'indépendance, la RDC a connu plusieurs crises de légitimité et d'instabilité politique et même de guerres d'agression pendant plusieurs décennies. Une situation qui a poussé les Congolais de tous bords à se mettre autour d'une table pour discuter autour de ces crises à répétition et proposer des solutions. La matérialisation de cette volonté est l'organisation en 2002 du dialogue des Sun City en Afrique du Sud, qui donnera lieu à plusieurs résolutions, dont celle sur la réforme de l'appareil sécuritaire et de défense. L'adoption de loi, le règlement des politiques, les programmes qui ont été consolidés par la Constitution dans son article 184, qui revient clairement sur le rôle de l'armée, entre autres la défense de l'intégrité du territoire national et des frontières, la participation au développement économique et social et culturel en temps de paix, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Est-ce que tout cet arsenal juridique a suffi pour faire de l'armée congolaise une armée républicaine, restructurée, intégrée, crédible et moderne? Face à l'agression rwandaise sous les labels du M23 qui sème désolation et terreur depuis plus de 2 décennies, la question sur la réforme de l'armée se pose. Notre défense soit effectivement à la hauteur de ce qu'est la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est une puissance naturelle. Elle apparaît comme le seul moyen pour permettre à la RDC de se doter d'un système de défense efficace et d'une armée forte et dissuasive à la taille du défi de l'invasion afin de sauvegarder et de défendre l'intégrité du territoire. La réforme de l'armée apparaît comme un véritable serpent de mer qui se rebâche toujours et dont la réalisation demeure perpétuelle et inachevée, malgré la bonne volonté de certains dirigeants. Aujourd'hui, nous retrouvons nos moyens de souveraineté pour construire notre défense et c'est cela la démarche du président de la République et nous allons y arriver. Cette mise en œuvre a connu 3 moments forts de l'histoire. De 2001 à 2006, période de transition politique. 2006-2018, période de la Troisième République. 2019 à ce jour, période de l'alternance. Ces 3 périodes ont chacune été minées des conflits armés, surtout dans la partie est de la RDC. Dans la Troisième République débutée sous Joseph Kabila, où l'armée a été affectée par le fait du brassage propice à l'infiltration des éléments étrangers dans l'armée congolaise, d'autres éléments aussi ont contribué à la faiblesse de ces corps de métier, notamment un budget peu conséquent, une irrégularité dans la prise en charge sanitaire et primes des militaires au front, la problématique de la maîtrise des effectifs de l'armée sur terrain des opérations, et surtout un manque de doctrine nationale de défense actualisée. La réforme du secteur de sécurité, ça veut dire qu'il faut réformer l'actuelle armée. Il faut la réformer et en fait former des soldats qui seront formés sur une base de protection civile, qui seront formés avec une discipline militaire et qui seront formés en fait une armée républicaine. Cependant, en dépit de ces mots, on a noté une montée en force de l'armée congolaise. Classée 8e puissance militaire de l'Afrique et victorieuse des rebelles du M23 en 2013, des faits qui ont écrit les plus belles pages de son histoire. C'est notre devoir pour libérer des degrés et des forces sans concertation ni aucune demande. Ça, c'est un devoir. Après l'alternance pacifique de 2018 avec l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, les difficultés sont quasi restées les mêmes et les mêmes défis se présentent. Malgré cela, à tout prix, il faut défendre l'intégrité du territoire national. Cette année, par exemple, la RDC va mettre 1 milliard dans l'armée, plus d'1 milliard de dollars. L'armée rwandaise, c'est 35 à 50 000 hommes. Voilà. Mais nous, on peut lever une armée de 100 000 hommes, de 150 000 hommes, 200 000, 300 000 hommes. Et donc, ça veut dire que nos capacités, nous avons des capacités, mais voilà pourquoi je dis, nous devons nous-mêmes nous réveiller. Et je pense que nous avons pris conscience. Si à l'époque de l'AFDEL et de Joseph Kabila, les pays avaient fait recours aux forces étrangères pour faire face à l'invasion étrangère, c'est aussi le cas pour Félix Tshisekedi qui s'est appuyé sur la force régionale de l'EAC pour en découdre avec les M23. L'objectif,
c'est d'arriver à stabiliser la région, à mettre fin aux activités terroristes et criminelles et à promouvoir une coopération, un partenariat vrai, profitable à tous les pays. Cependant, cette force ne fait pas l'unanimité, bien que sa mise en place était déjà conditionnée par la non-participation de l'armée rwandaise. Des officiers des forces de défense rwandaises étaient dans les rangs de l'état-major de cette force régionale basée à Goma. Après la brouille, le gouvernement congolais s'est décidé alors de les expulser, ce qui suscite une avalanche de réactions, tant au niveau national qu'international. Cette force n'est pas la bienvenue à la République démocratique du Congo. Dans ces feuilletons de trahison, on évoque même les défections des officiers de l'armée loyaliste qui ont rejoint les camps de l'ennemi, alors que sur le terrain, les M23 occupent des territoires stratégiques et se seraient rapprochés de la ville de Goma. Face à cette menace, la nécessité de la réforme s'impose. Il est temps qu'on puisse former l'armée congolaise, qu'on donne des moyens à cette réforme pour que nous puissions quand même avoir une armée. Et on ne peut pas avoir une grande nation comme ça sans une armée qui rassure. La réforme doit commencer partout, que ce soit au niveau de la base, que ce soit au niveau du sommet. Dans ces contextes, l'État congolais a dévoilé sa politique de défense dans un document stratégique qui permettra sans doute la montée en puissance des forces armées. Le document prévoit la création d'une industrie de défense inexistante depuis l'indépendance du pays. Les militaires aussitôt retraités devaient constituer une armée de réservistes. Cela devait permettre aux forces armées congolaises, qui comptent théoriquement 150 000 hommes, de tripler ses effectifs. Les plans prévoient que l'armée soit également dotée d'un système et des cadres contre la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière, avec une innovation, l'instauration de la diplomatie de défense. Le gouvernement de la République, avec le président, il y a un engagement clair. Les questions militaires, les questions sécuritaires sont prioritaires. Le militaire, partout où il se trouve, doit se sentir soutenu. C'est dans ces directions qu'il faut comprendre la publication de ces documents, mais aussi la loi des programmations. Pour cette première phase, 1,330 milliard serviront à investir d'abord dans les ressources humaines, la formation, l'achat des équipements, la production militaire. Un investissement qui pourrait garantir un esprit de défense et des valeurs guerrières d'un pays qui avait jadis la réputation d'une armée forte qui faisait trembler dans la région. Monsieur Nimoyato, pas plus tard qu'hier, nous avons vu le président de la République s'est déplacé pour une énième fois pour la cause de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, se mettre autour d'une table avec certains autres chefs d'État. Mais cela renvoie toujours à cette question. L'impasse continue à se vivre dans cette partie du pays. La population est presque fatiguée et les rebelles gagnent du terrain. Ceci peut encore remettre en question cette question de notre défense qui doit de plus en plus se renforcer. Madame, je suis peiné pour répondre à cette question. Je dois avouer en toute modestie que je ne suis pas spécialiste sur les questions de l'armée et de défense, mais c'est une question nationale en tant que politique, qui nous concerne évidemment, nous oui. tous, même vous. Sans la paix, je ne peux pas quitter chez moi pour arriver ici, chez vous. En réalité, il y a un auteur britannique, Mike Kinder, qui dit « La politique d'un État s'est faite à l'intérieur de sa géographie. » La RDC, notre pays, notre État, notre géographie fait que nous partageons les frontières avec 9 pays. Rien que la configuration géographique de notre pays dicte une politique économique, une politique de sécurité, une politique de défense. Les 9 pays qui nous entourent peuvent être nos amis, comme ils peuvent se transformer en ennemis. Mais l'expérience nous a démontré que plusieurs fois, ils se sont transformés en ennemis. Pas tous, évidemment, pas tous. Il y en a qui sont restés véritablement des amis jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 9 frontières, mais il y a seulement un pays qui nous fait la tête. Il s'appelle le Rwanda. Et donc, moi je pense que... Et depuis plusieurs décennies. Ça ne date pas d'aujourd'hui, madame. Qu'est-ce que cela veut dire? Plutôt que de continuer à négocier des accords avec, au niveau donc, régional. De la sous-région. Mais ces accords
ne valent pas grand-chose que le papier qui les consigne. Parce qu'on a vu beaucoup d'accords, on signe le lendemain, le Rwanda a toujours violé ces accords. Nous ne pouvons pas indéfiniment compter sur ces accords, parce qu'ils sont constamment violés. La réalité, c'est ce que vous venez de dire, et ce que j'ai suivi dans les dossiers, c'est que nous devons avoir la capacité, n'est-ce pas, de faire notre politique de défense à l'intérieur de notre géographie, c'est-à-dire créer, former une armée forte, une armée dissuasive qui soit capable de contenir les assauts extérieurs, notamment du Rwanda. C'est vrai qu'on a vécu à un certain moment une certaine démonstration des forces de l'armée congolaise et c'était même perceptible sur les terrains en 2013 avec les M23 qui ont été défaits. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu un certain laxisme, puisqu'on connaît le problème. On sait que nous sommes entourés par 9 pays voisins. On a été menacés plusieurs fois dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est une menace constante et persistante. Pourquoi on n'a pas pris des dispositions depuis bien longtemps? Madame, je disais que nous devons avoir la capacité de créer une armée forte et dissuasive. Les FARDC, ce n'est pas une armée qui vient d'être créée avant-hier. C'est une armée, il faut suivre l'histoire de l'armée congolaise. Depuis la période coloniale, la force militaire congolaise a été exportée même au niveau des guerres mondiales et nous avons aidé la communauté internationale à gagner la guerre mondiale. Et sous la Deuxième République, combien de fois l'armée congolaise n'a pas été appelée pour aller donc mettre la paix dans d'autres pays qui avaient besoin de l'intervention congolaise, y compris le Rwanda. Je ne parle pas encore du Tchad. Ce qui fait que l'armée congolaise, c'est une armée capable. Nous avons des hommes et femmes qui aiment leur pays, qui sont capables de défendre le pays. Et donc, ça, c'est sur le plan des ressources humaines. Le problème, c'est la logistique, le moyen. Je me réjouis que dans le cadre justement de la loi de programmation militaire, cette année où j'ai suivi l'examen du budget 2023, pour une fois, je pense que l'armée a une dotation de près de 11,5%, ce qui avoisine les 1,8 milliard de dollars. Ça, ce ne sont que des prévisions, donc des bonnes intentions. Des chiffres. Des chiffres. Donc, le Parlement... Pourvu que cette volonté soit manifeste. Le Parlement, parce qu'il est payé pour ça, il faut que le Parlement veille, n'est-ce pas, à l'exécution de ces prévisions, pour que, effectivement, au-delà des prévisions, le gouvernement arrive à décaisser effectivement autant d'argent prévu pour soutenir l'armée. Comment voulez-vous... Et surtout qu'on n'a plus d'embargo, donc c'est possible qu'on puisse... L'embargo, on n'a plus d'embargo, ce qui fait que nous pouvons, en toute liberté et dans toute discrétion, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parfois, on fait des actions militaires, ça circule dans les réseaux sociaux. Non, il y a le secteur défense. Nous sommes à l'ère du numérique. Je suis désolé. Les problèmes, les questions de l'armée ne doivent pas circuler dans les réseaux sociaux. Quand on fait, même la loi sur la passation des marchés publics, autorise à l'État, à l'armée, n'est-ce pas, de faire des passations des marchés discrètement, sans que ça soit connu de tout le monde, parce que c'est de la politique de défense. Et donc, si l'État, parce qu'il en a déjà l'intention, on a fait de bonnes prévisions en faveur de l'armée, il faut que cet argent-là soit effectivement mis à la disposition de l'armée pour que l'armée soit capable de se doter donc en armes et munitions. Les munitions ne doivent pas manquer, mais aussi les sociales de militaires. Oui, les surtout ceux qui sont envoyés au front. On doit ouvrir des cantines, n'est-ce pas, des magasins à bas prix au niveau des camps. Pourquoi pas des distributions gratuites, des rations, n'est-ce pas, aux femmes et aux enfants des militaires. Parce que, voyez-vous, quand un militaire est envoyé au front, sa femme l'appelle au téléphone, dit que non, depuis que tu es parti, 3 jours, les enfants n'ont pas mangé. Ils ne sont pas allés à l'école. On les a envoyés à l'école. Ça démoralise. Ils sont déstabilisés. Donc, ce n'est pas de la blague. Il faut mettre le moyen, la politique, le moyen de la politique pour que l'armée... Nous sommes sur la bonne voie?
En tout cas, par rapport au budget 2023, j'estime qu'on est dans les bonnes voies parce que j'ai vu les prévisions de près de 12% en faveur de l'armée. C'est pour la première fois qu'on arrive à ce seuil. Si seulement le gouvernement peut exécuter, donc mettre à disposition en faveur de l'armée effectivement cet argent prévu et que au niveau donc des autorités compétentes, on arrive à doter l'armée des armes et munitions et qu'on accompagne les sociales des militaires, je pense que notre armée est capable de relever les défis.